Bonjour. Et bonjour, Jacques Bonneau, TMO. Enchantée. Bonjour. On voit des gens apparaître et redisparaître, donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre se répartir. On était très nombreux, donc voilà, C'est ça va c'est être la surprise. difficile Est-ce que cette vous réunion. m'entendez bien? En attendant, je peux Oui, profiter très, du très test. bien. Parfait. Vous êtes vous-même en Bretagne ou c'est Oui, 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 oui. À Rennes. D'accord. Et vous-même, à Rennes aussi? Alors moi, je suis à Nantes. En fait, je suis directrice régionale Grand Ouest, donc Bretagne et Pays de la D'accord, Loire. Alors d'accord. aujourd'hui, on fait un focus vraiment sur la Bretagne. C'est là qu'on y a le plus d'activités, mais je pense qu'on aura aussi des collègues de Pays de la Loire dans ce Ok. groupe. Ça n'a pas l'air de baisser très vite. Je vois qu'il reste 303 participants non affectés. Oui, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y avait des gros problèmes d'affectation. Les gens ne savaient pas comment s'affecter. Ils Ah, n'ont pas vu la le page pop-up, ouais, permettant, il n'y a pas eu de pop-up. Ouais. toujours. Même après 2 ans de Covid, la technique, c'est pas encore maîtrisé, hein. Hmm. Mais de toute manière, les très grosses réunions, c'est un média difficile. C'est encore différent des réunions à 10. Réunion à Oui, 10, c'est c'est vrai. maîtrisé maintenant. Mais moi, j'ai été assez affolé de voir le nombre de questions, remarques qui arrivent à toute vitesse. On ne sait pas quoi en faire. Enfin, c'est comme si on parlait dans le vide. Enfin, Oui. c'est assez étonnant comme. C'est difficile encore. Ah, voilà, le pop-up revient. Ah, ben voilà. Hmm. J'espère que vous aurez plus de succès. J'espère que je ne serai pas le seul à vous écouter. Bah, écoutez, on fera si on est dedans. J'ai vu pas mal de noms connus, mais euh, il faut que j'arrive à remettre la main dessus. Et puis, comme on a aussi un peu de retard sur l'horaire, on va peut-être perdre des gens en route. Mais ça a l'air plus compliqué que prévu, cette jonction. Hmm. C'est pas mieux chez mes copains, hein. Je regarde les Oui, autres régions en même temps. Ah, Ah, ça marche. bonjour. Bonjour. On va y arriver. Comment on fait Hello. Le fond d'écran, pas notre fond d'écran, comment on fait? Euh, Partager l'écran, non. C'est pas grave. voilà. Je suis ravie de vous accueillir tous en Bretagne. On était deux jusqu'à il y a 2 minutes, mais je me doutais bien qu'on serait plus nombreux. Bienvenue à tous. Je laisse encore quelques minutes. Bonjour. Bonjour. Vous voyez, Monsieur Bonneau, qu'on est beaucoup plus nombreux. oui, oui, mais j'ai été éjecté de C'est la salle ça. de réunion et en me reconnectant, j'ai vu avec plaisir que un grand nombre de participants vous avez rejoint. Donc, je vous en félicite. Moi, je ne vois personne. J'entends, mais je ne vois personne. Je J'ai crois rien que à les l'écran. affectations sont en train de se Bonjour. terminer. Oui, bonjour. Bonjour. Juste pour info, Virginie, en fait, on était bloqué dans la salle, dans Oui, la j'ai première vu. salle. Il y a un problème, donc voilà, là, à mon avis, les gens vont arriver petit à petit. Oui, oui, on a tout récupéré. Il n'y a plus que 20 personnes qui ne sont pas encore affectées, donc petit à petit, ça va. Donc, bienvenue les Bretons, les Ligériens, je pense qu'il y en a aussi. Alors, on va dans cette salle faire un focus sur la Bretagne, mais je ferai assez volontiers des comparaisons avec les Pays de la Loire et aussi d'autres régions qui sont
un peu proches, ou en tout cas qui peuvent être similaires, le Centre Val-de-Loire et l'Occitanie, notamment sur ces questions de densité dont on parlait tout à l'heure, et puis pour cette répartition rural-urbain. Ça nous donnera un petit peu d'éclairage au-delà de la simple référence à la moyenne nationale. Je pense qu'on a fait à peu près le plein, mais je peux attendre encore 2 minutes. Est-ce que vous avez quelque chose à l'écran? Moi, je n'ai rien. Un écran Pas blanc. encore. Enfin, il n'y a rien d'affiché, mais vous ne voyez pas les participants? Non, du tout. Si, moi, je les vois. Est-ce que vous êtes en haut, à droite, affiché, galerie ou intervenant? Vous essayez de passer en mode plein écran, peut-être. C'est Je n'ai la question main sur rien d'affichage. du tout. Je n'ai pas la main sur l'affichage ni sur rien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne voient assis rien? en galerie peut-être. Oui, si vous mettez galerie, vous allez voir. Alors, la plupart des personnes ont désactivé la caméra, je pense, ou en tout cas, quand on est très nombreux, ça finit par ne pas être visible. Je ne peux pas ni activer, je peux pas désactiver ni le son, ni la caméra. Non. Et vous avez en haut à gauche, en haut à droite de votre écran, une petite icône avec marqué afficher. Oui. Et quand vous cliquez dessus, vous avez intervenant ou galerie. Vous mettez sur le mode intervenant. Donc, vous ne voyez plus qu'une personne, la personne qui parle, qui prend la main sur la vidéo. Il faut mettre intervenant, d'accord. Voilà. Et ensuite, Virginie nous partagera son écran pour sa présentation régionale. Je vais faire ça tout de suite. Et puis, on va commencer parce que je pense que tout le monde est à peu près arrivé. Allô, il y a quelqu'un? Oui, bonjour. Non. Deux. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vais vous demander de couper vos micros pour qu'on n'ait pas de bruit parasite. Comme tout à l'heure, l'idée c'est que je puisse vous faire une présentation. Vous pouvez éventuellement poser des questions dans le fil de discussion et puis j'y répondrai à la fin, mais je vais essayer de faire en sorte qu'on garde quand même un peu de temps pour les échanges puisqu'on est une petite vingtaine, ça sera possible. Donc merci en tout cas d'avoir... J'ai été moi-même éjectée, je viens de revenir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Virginie. Bon, parfait. Oui, on t'entend, Virginie. Et est-ce que vous voyez l'écran partagé ou il faut que je le refasse? Non, on ne le voit pas. Ok. Hop, voilà, ça c'est bon. Donc là, ça devrait être bon maintenant. Oui, c'est bon, Virginie. Parfait, merci. Donc, hop, on va commencer. Donc, comme je le disais... Virginie, juste, oui. C'est Nice du Gérontopole. En fait, on a une petite fenêtre qui affiche que toutes les séances prendront fin dans 28 secondes. C'était déjà ce qui s'était affiché quand on a, je pense, tous été évacués. Donc, j'ai peur qu'on soit évacués toutes les minutes. Alors là, je n'ai pas du tout la main là-dessus, donc je vais laisser faire l'équipe technique. Je ne sais pas si Nicolas, tu es encore là. Je vais prévenir Nicolas, Virginie. Oui, S'il est encore là. Ouais. Je suis là. Je te laisse voir ça. On est sur le coup, ça va, on a encore 2-3 petits réglages et on va tout remettre. Bon, là, c'est reparti. Alors, me revoilà. Voilà. Et ça devrait être bon maintenant. Et il n'y a que moi qui bouge ou vous aussi, vous êtes... Non, on a tous... On fait des allers-retours. Ouais, on est... D'accord. On voyage. Oh, c'est ça, c'était sur le thème de la mobilité, petit voyage immobile. On va le prendre comme ça. C'est bon, Virginie, on peut lancer. C'est bon, alors je repartage. Hop. Là, ça devrait être OK. Hop là. Donc, bienvenue en Bretagne. Comme je le disais donc tout à l'heure, on fera aussi quelques comparatifs avec la région voisine des Pays de la Loire et puis aussi un peu Occitanie et Centre Val-de-Loire. Donc, je vous donnerai quelques autres références que la simple moyenne nationale. Donc, dans ce webinaire régional, 2 parties aussi. La première, donc, pour faire le point sur les services de mobilité de proximité, montrer les spécificités bretonnes, et puis la deuxième sur l'analyse spécifique aussi de la précarité mobilité.
Donc, je commence tout de suite sur les modes à proximité du domicile. On est plutôt moins bien doté que la moyenne nationale en général, et en particulier sur les transports en commun. Vous le voyez, la différence est quand même assez marquée sur les transports collectifs urbains. Bien sûr, ça vient du fait qu'il y a moins de grandes métropoles dans cette région que dans d'autres, puisqu'on est la deuxième région rurale de France. Néanmoins, la différence là est vraiment très marquée. C'est moins visible sur les transports collectifs régionaux ou interurbains. L'autre point assez marquant, c'est aussi sur tout ce qui est libre-service, trottinette, scooter, voiture, vélo. On est vraiment à la moitié moins, en fait, sur chacun de ces items de services disponibles à proximité, vraisemblablement pour les mêmes raisons d'organisation du territoire, mais quand même, je pense qu'en Bretagne, et on le voit quand on cherche des solutions, les opérateurs des services de libre-service, justement, sont très peu présents et n'ont pas encore trouvé leur marché, visiblement. En revanche, un point de satisfaction, et là où pour le coup on a été précurseur depuis un certain nombre d'années, vous le savez, ce sont les aires de covoiturage. On est quasiment, alors pas au double, mais pas loin quand même de la moyenne nationale. Donc j'entendais tout à l'heure, et je lisais dans le fil de discussion tout à l'heure, une personne qui disait qu'elle n'avait jamais vu d'aire de covoiturage à côté de chez elle. On peut dire en Bretagne qu'on est servi, et depuis un certain nombre d'années, bien servi, bien desservi, avec beaucoup d'aires qui sont plutôt bien répartis et qui sont le fruit des aménagements, notamment des départements. Un autre chiffre qui est marquant et qui peut nous inquiéter, en tout cas chez WeMove, quand on regarde avec attention, c'est qu'on est 3 points au-dessus de la moyenne nationale sur la connaissance des services à proximité de chez nous. On le vérifie tous les jours, nous, avec les bénéficiaires qu'on accompagne sur nos plateformes. Il y a effectivement un vrai déficit de connaissance de l'existant, des modes alternatifs en général, mais même de ce qui est transport public ou transport collectif, que ce soit régionaux ou urbains, et notamment sur les tarifications et encore plus sur la connaissance des aides, des tarifs privilégiés. Il y a là, pour le coup, un axe de travail qui nous semble intéressant à relever. Si on compare avec les régions dont je vous parlais tout à l'heure, on peut voir qu'en Centre-Val de Loire ou en Occitanie, les transports collectifs urbains sont beaucoup plus développés qu'en Bretagne. Et en revanche, on confirme là la présence des aires de covoiturage dans le Grand Ouest, puisque le Pays de la Loire est quasiment au même niveau que la Bretagne sur cet aspect-là. Donc on est bien sur 2 choix de politique d'aménagement, ou en tout cas d'infrastructures qui ont été différents et qui sont visibles sur les territoires. Sur les libres services, on est à peu près aussi dans des équivalents sur Centre-Val de Loire et Occitanie, avec une percée aussi en Pays de la Loire qui n'a pas encore eu lieu en Bretagne. Donc, ne désespérons pas, peut-être que le libre service devrait arriver. Et sur ce chiffre-là, sur l'information et la communication, en tout cas sur le fait de savoir que les services existent à proximité, les habitants, là ça se confirme avec plusieurs régions en comparaison, les Bretons sont globalement quand même moins connaisseurs des solutions de leur territoire. Ça va se sentir dans la comparaison sur la possibilité de choix. En Bretagne, on a 1 personne sur 2 qui n'a pas la possibilité de choisir entre plusieurs modes de transport. C'est une courte majorité, mais c'est quand même une majorité de gens qui n'a pas cette possibilité de choisir. En Pays de la Loire, on est sur un chiffre un petit peu plus tassé, mais relativement équivalent. Et je vous ai mis aussi 2 régions pour comparer. Donc, celle dans laquelle il y a le moins de choix possible, la Nouvelle-Aquitaine, où là, on va jusqu'à pratiquement 56% de personnes qui n'ont pas le choix. Et puis, PACA, qui, à l'inverse, est la région, alors hors Île-de-France, bien sûr, mais est la région qui propose le plus d'alternatives. Ça permet de se situer un petit peu. Quand on a analysé l'offre, en tout cas le présent, c'est intéressant de voir les usages et comment les gens s'approprient justement ces différentes solutions. Donc, sans surprise, bien sûr, en Bretagne, on est on est sur la voiture en tête, avec la marche comme à l'échelle nationale, mais vraiment la voiture est quand même un cran au-dessus.
Et on voit bien là le report, le manque d'usage des transports en commun, puisqu'on est encore en dessous. Si on le prend proportionnellement, on utilise encore moins les transports que ce qu'on a. Donc, d'une part, ils sont déficitaires, mais d'autre part, on les utilise aussi globalement moins. Et puis, il y a un petit paradoxe quand même autour du covoiturage, puisqu'on a vu qu'on était très équipés, mais que pour autant, l'usage, donc là, on est bien sur le mode de transport principal utilisé. Hein, on se doute bien que le covoiturage par rapport à la voiture n'est pas le mode principal qui peut être utilisé. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il ne l'est pas plus qu'ailleurs, qu'à l'échelle nationale ou dans d'autres régions, alors que précisément nous sommes davantage équipés. Donc, il y a comme un peu l'intuition que l'aménagement et l'infrastructure ne facilite pas, enfin peut faciliter la pratique, mais ne suffit pas à mettre en place une utilisation principale ou quotidienne régulière. Donc, ça se confirme un petit peu hein, quand on regarde la comparaison avec les autres régions où sur le covoiturage, on est globalement entre 2 et 3%, quel que soit le niveau d'aménagement de ces régions-là. Et sur les transports, on a quand même davantage, les transports en commun, pardon, on a quand même davantage d'usage et de transport principal dans les régions qui sont mieux équipées, mais ce n'est pas non plus si flagrant que ça. Donc, une des hypothèses qu'on peut faire aussi pour la Bretagne, c'est que le fait d'avoir peu de choix ou peu d'alternatives les rend aussi moins accessibles. Là où en Occitanie, par exemple, il y a davantage de choix, les usages sont un petit peu plus partagés, les usages principaux, même si, encore une fois, la voiture reste très largement prédominante partout. Donc, si on se demande un peu quels sont les freins, ou en tout cas comment les automobilistes, puisque ce sont l'usage principal, peuvent envisager un autre mode de transport. Je reprends les schémas qui étaient à l'échelle nationale. On se rend compte en Bretagne qu'on est encore plus qu'au national plutôt réfractaire à envisager d'essayer un mode de transport. Là, on n'est même pas dans changer, abandonner la voiture. On est vraiment dans essayer un mode de transport. Alors, on peut voir quand même qu'il y a des oui probablement et des oui certainement qui sont assez fermes, mais qui quand même sont loin d'être majoritaires. Et selon les modes, il y a des modes, enfin en tout cas des sujets qui sont quand même plus compliqués que d'autres. Le non certainement pas à 32% pour les usages partagés de la voiture, il est beaucoup plus fort qu'au national par exemple. Donc encore une fois, ce paradoxe de l'usage de nos aménagements. Sur les transports en commun, on se dit que peut-être, oui, probablement on les utiliserait si on en avait, mais aussi si on les connaissait mieux. Je pense que cette part importante, elle fait aussi écho à ce manque d'information et de connaissance de l'existant. Si on regarde maintenant les Pays de la Loire, on est à peu près dans des tendances similaires. Je vous passe les deux comme ça permet de voir un peu le jeu de couleurs avec une meilleure acceptation quand même, ou en tout cas des probables plus possibles et plus ouverts sur cette région, et notamment sur le vélo et les transports en commun. Et puis, on le rappelle, hein, le chiffre national qui est le même du coup pour les régions, c'est que chez les personnes qui ont envie de changer ou qui se disent qu'elles pourraient essayer un levier important lié aux besoins de conseils et d'informations pour tester ces modes de déplacement différents. Donc les freins culturels ou historiques sont relativement forts hein, sur essayer un autre mode de transport alternatif à la voiture. Et puis on a aussi, comme au national, ce frein socio-économique qui s'ajoute, puisque l'inégalité au mode d'accès sur l'échantillon breton, il est même encore plus fort que, l'écart est encore plus fort que la moyenne nationale. Là, on voit que sur les personnes qui ont un revenu de moins de 1 000 € net par mois, on est à une personne sur deux qui a un usage principal et occasionnel de la voiture. Et pareil pour les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle, donc les étudiants, les demandeurs d'emploi.
dont on parlait tout à l'heure. Et ce qui est assez frappant en fait sur ce graphique, c'est de voir qu'il n'y a pas tellement de progressivité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une frontière, il y a vraiment une marge à 1 000 € de revenus mensuels qui fait que soit on est à moins de 1 000 € de revenus et du coup on ne peut pas accéder à une voiture financièrement, soit on commence à travailler, on a un petit peu de revenus et tout de suite on est obligé ou en tout cas contraint d'avoir une voiture. Je rappelle quand même que le coût d'une voiture, c'est autour de 400 € par mois. Quand on a un revenu de 1 000 €, le poids, il est évidemment beaucoup plus fort que les 10% en moyenne que les Français consacrent au budget voiture. Donc, ce saut du passage à un revenu un tout petit peu supérieur entraîne des coûts plus importants et donc est aussi facteur d'inégalité, mais surtout de précarité. Un petit mot aussi sur l'ancienneté des véhicules en Bretagne. On est là aussi un petit peu au-dessus, toujours des moyennes nationales, hein, puisqu'on est à 39% des répondants qui ont une voiture qui a au moins 10 ans, qui a été mise en circulation depuis au moins 10 ans. Donc, c'est 39% des personnes qui, en théorie, pourraient se voir interdire l'accès à certaines parties du territoire. Alors, on est moins concerné en Bretagne par les ZFE, mais quand même, il faut le savoir, et je ne sais pas si tout le monde dans la salle a cette information, mais dès fin 2024, Rennes, Brest et Lorient doivent vraiment être passés en ZFE, avec ce critère 3, et donc une incidence importante sur les gens qui auront des voitures anciennes qui ne pourront plus entrer dans les centres-villes. Donc là, encore davantage que l'échelle nationale, on a quand même 82% des répondants qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'une zone à faible émission, qui n'en ont jamais entendu parler. Les chiffres sont un petit peu au-dessus des chiffres nationaux sur ce que les personnes feraient quand elles seront concernées par la ZFE, mais on voit bien que la majeure partie ne se sont pas concernées ou ne changera pas ne se projette pas en tout cas dans un changement d'usage. Pour autant, on a quand même 18% de personnes qui disent qu'elles renonceront à des déplacements, 18% qui vont essayer de trouver une autre solution de transport comme les transports en commun ou le vélo, malgré tout ce qu'on a pu dire avant du manque d'accessibilité, et puis 19% qui devront changer de voiture. Donc ça fait quand même une personne sur 5 qui devra changer de voiture et qui, pour l'instant, ne l'a pas forcément anticipé ou ne se sent pas suffisamment accompagné ou informé. Sur la deuxième partie, donc, je vais revenir plus précisément sur la précarité mobilité. Peut-être que je peux faire une première petite pause si vous avez des questions sur cette première partie. Je remets la liste. Hop. Est-ce que vous avez déjà des questions ou des remarques? Oui, moi j'ai une question. Je ne sais pas si on m'entend. Un peu loin, mais on vous entend. Ah. Donc moi je suis Marion Delaune, je suis dans le département du Maine-et-Loire. Mais effectivement, je constate au niveau des transports en commun, et c'est quelque chose qui est dit, mais il y a la question du coût des transports et peut-être une comparaison à faire sur le coût. Parce que la région Pays de la Loire est chère, que ce soit pour a priori, hein, pour les TER, ce n'est pas le cas partout. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu aussi, en tout cas, est-ce que c'est envisagé une étude aussi du coût réel des transports et d'une comparaison de région à région? Parce que ça peut peut-être expliquer aussi parfois le non-recours à certaines formes de transport. Parce qu'il y a des pratiques tarifaires qui sont très différentes aussi entre collectivités. Hein. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, on ne l'a pas enquêté dans cette enquête-là, on n'a pas poussé jusqu'aux comparaisons de tarifs. On s'est arrêté à ce qui nous semblait aussi important, c'était la perception des usagers, c'est-à-dire comment les gens perçoivent que le transport est à proximité et accessible. Et là, ce qui ressort vraiment davantage chez nous, c'est le manque d'informations, malgré, encore une fois, un site Bretsgo qui est plutôt bien fait et complet, MobiBrets qui permet de calculer ses trajets. En Pays de la Loire, il y a Aléop quand même qui propose aussi pas mal de choses. Et donc, avant même la question de coût, j'ai envie de dire, il y a une problématique
problématique de connaissance et d'information, d'appropriation de ce mode. Mais vous avez raison, il faudrait qu'on puisse compléter par cet élément financier. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions. Jacques, vous m'entendez, Jacques Bonneau, TMO? Oui. Je peux peut-être me permettre aussi un complément. Donc, comme vous l'avez entendu, j'ai beaucoup travaillé sur cette étude. Moi, il y a une idée force que j'ai retenue de toutes ces analyses régionales et nationales, c'est que fondamentalement, et c'est ce que je montrais dans mon graphique, c'est que la structuration du territoire à l'échelon régional, elle construit le rapport à la mobilité. Dans un territoire comme la région Bretagne et à un niveau en fait assez similaire en région Pays de la Loire, nous sommes sur des territoires qui ne sont pas ruraux au sens strict du terme, mais qui sont peu denses comparativement à d'autres territoires. Je vais prendre l'exemple évidemment absolument massif, celui de l'Île-de-France, qui est très, très, très concentré. Et à partir du moment où on est sur des niveaux de concentration des densités territoriales intermédiaires, voire faibles, évidemment, les distances s'allongent et évidemment, la seule solution envisageable mentalement par les habitants, c'est la voiture. Quand on pose la question, avez-vous accès à des solutions de mobilité à proximité? J'ai vu tout à l'heure passer une question sur est-ce qu'on a défini la proximité. Volontairement, nous n'avons pas défini la proximité dans notre enquête, puisque c'était vraiment la manière dont les gens vivaient leur rapport à la mobilité et à leur propre proximité. Mais la proximité, le fait de ne pas connaître, de ne pas avoir conscience qu'il existe des solutions n'est pas le reflet de la réalité objective d'un manque d'offres. Il peut y avoir une offre qui ne serait pas à niveau, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'offre, c'est simplement que ça n'entre pas dans le champ des possibles, puisque de toute manière, la densité fait que mentalement, on ne va penser qu'à la voiture. Et donc, c'est ça qui vraiment sous-tend un peu tous les résultats que vous présentez. Et c'est là aussi la gageure pour nous tous, c'est de dépasser cette situation objective de distance qui conduit naturellement à la voiture, où la voiture est encore possible, par des solutions d'acceptation d'un changement pour le bien climatique, sans forcément passer par des mesures contraignantes comme le sont les ZFE, même si évidemment nous passerons aux ZFE. Merci beaucoup de ces compléments. J'ai la chance de vous avoir dans ma salle, Monsieur Bonneau. Il faut bien que ça serve d'avoir une implantation bretonne. Pour la partie précarité, donc vous l'avez vu tout à l'heure, le classement est plutôt en situation défavorable pour la Bretagne. On fait partie en même temps du peloton du milieu, j'avais envie de dire, par rapport aux régions que je citais tout à l'heure, donc l'Occitanie ou le Centre-Val de Loire. Voilà, c'est aussi pour ça que je les ai choisis, parce qu'on est un peu sur un intermédiaire dans ce classement pour se comparer, mais on est quand même assez finalement le reflet de la moyenne nationale. Donc dans ce que je vais vous présenter, il y a l'enjeu, c'est pas tant la différence avec la moyenne nationale, de comment on peut s'approprier ces chiffres en région pour les travailler de façon plus locale. Donc sur la typologie d'exposition risque mobilité, ce qu'on voit, c'est qu'on est un peu au-dessus sur chacun des critères, précarité carburant, vulnérabilité de mobilité, dépendance à la voiture. On est un peu au-dessus de la moyenne nationale. Et même franchement au-dessus pour la question de la vulnérabilité de mobilité. En revanche, on a le même taux à 20% d'indicateur général. Alors ça s'explique par le fait qu'en région Bretagne, il y a davantage de personnes qui cumulent en fait un de ces trois indicateurs-là, qui sont qui ont à la fois précarité carburant et vulnérabilité mobilité, ou vulnérabilité et dépendance à la voiture, et ce qui nous fait donc un montant global assez important. Ça fait quand même une personne sur 5 qui présente de risques mobilité dans la région. Pour vous donner un peu les angles de repère aussi sur les autres régions dont je parlais tout à l'heure, en Île-de-France, on est à 10%, donc à moitié moins de risques sur la région qui est la plus dotée
en solution et puis en risque plus faible. Sur PACA, donc, qui était juste en dessous, on est à 15,5%. Et sur Nouvelle-Aquitaine, qui faisait partie un peu du bas du tableau, on est à 24%, quand la Corse, qui est tout en bas, est à 33%. Donc voilà, pour vous dire un peu que l'écart est quand même assez fort et que nous, on se situe dans une moyenne globalement partagée avec la plupart des autres régions, mais néanmoins un chiffre qui reste très important parce qu'une personne sur 5 qui est exposée au risque mobilité, forcément, ça doit nous interroger sur ce qu'on peut faire pour y pallier. Donc, je vous ai mis ça pour rappel parce qu'on a eu quand même beaucoup de chiffres et de tableaux depuis tout à l'heure. Donc là, on est bien sur l'explication de ces données-là. La précarité carburant, c'est quand on cumule des bas revenus et une restriction de l'usage de la voiture ou des dépenses élevées en carburant. La précarité, la vulnérabilité de mobilité, c'est quand on cumule des bas revenus et des distances de parcours élevées ou un mauvais ajustement spatial, ou qu'on n'a pas d'alternative à la voiture ou qu'on a une voiture à faible rendement. Voilà, donc c'est vraiment 2 critères à chaque fois qui sont cumulatifs pour créer cette vulnérabilité. Et puis la dépendance à la voiture, donc là on a juste les dépenses élevées en carburant et des distances élevées ou l'absence d'alternative pour obtenir ces chiffres. Ça nous donne un portrait un peu global de notre région. Donc, il mérite un peu d'explication, ce schéma. La partie jaune, c'est vraiment la référence donc, nationale sur les 8 critères majeurs qui ont été définis. Et le cadre bleu, donc bleu-vert, c'est la situation de la région. Donc, plus on est à l'extérieur de ce cercle, de cette toile, plus notre situation est favorable, et plus on est à l'intérieur, plus on se rapproche du centre, plus elle est défavorable. Donc là, on voit tout de suite pour la Bretagne que les personnes qui ont la seule voiture comme mode principal, donc ils utilisent uniquement la voiture comme mode principal et exclusivement la voiture, sont beaucoup plus prononcées en Bretagne que dans le reste du territoire de la France, pardon, et qu'en revanche, ce qui peut paraître surprenant, d'ailleurs, Monsieur Bonneau, vous aurez peut-être un élément d'explication, on n'a pas de dépenses, on a plutôt moins de dépenses de carburant que le national sur cette partie-là. Et puis un peu de plus de changement de pratique depuis la crise sanitaire. Mais globalement, vous voyez que vraiment l'enjeu, l'idée majeure ici, c'est cet indicateur de seule voiture comme mode principal. Je compare avec 2 autres régions et je vous laisse la parole si vous le souhaitez. Si on superpose les Pays de la Loire, là on est encore plus sur le mode principal, la seule voiture comme mode principal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que ça déborde un peu en face, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a davantage de personnes qui ont renoncé à des déplacements en Bretagne, puisque la situation est plus favorable en Pays de la Loire sur les renoncements aux déplacements. Ce qui montre en fait un petit biais auquel il faut être attentif, en tout cas qu'il faut avoir en tête quand on veut développer des modes alternatifs à la voiture, c'est-à-dire que la voiture permet d'éviter les renoncements, parce que quand c'est le seul mode principal, finalement, on ne se pose pas de questions, on fait tous les déplacements qu'on veut. Quand on a davantage d'offres de transport et qu'on peut choisir, peut-être on hésite un peu plus parce qu'il faut calculer, anticiper, s'organiser, c'est peut-être un peu plus complexe. Et donc, on observe dans les régions qui ont une plus grande multiplicité de choix, on observe aussi davantage de renoncements. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête aussi sur les effets potentiellement pervers, ou en tout cas de l'offre multiple. Et ça se confirme encore plus, là, vous le voyez avec l'Occitanie, dans l'autre sens. Ils n'ont encore moins que la Bretagne, la voiture comme seul mode principal. Et du coup, les renoncements, par contre, sont beaucoup plus forts puisque leur situation est moins favorable sur les renoncements. Monsieur Bonneau, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ces graphiques ?
peux me hasarder, puisque pour être franc avec vous, je n'ai pas regardé, je découvre avec vous les résultats spécifiques à la Bretagne et votre travail d'analyse. Peut-être juste un commentaire concernant la question de la dualité de situation de la Bretagne entre la part des personnes ayant la seule voiture comme mode de déplacement et puis les dépenses de carburant. C'est juste une hypothèse, il faudrait vraiment croiser les résultats de manière un peu plus détaillée. Mais on en revient toujours à cette question de la densité. Il ne serait pas impossible que les dépenses soient un peu moindres, légèrement moindres, puisque les distances seraient plus faibles en fin de compte. Donc on prend plus facilement sa voiture puisqu'on est sur un territoire peu dense, mais néanmoins, on n'est pas sur des distances très très conséquentes. Il ne serait pas impossible que ça soit lié à une relative proximité par rapport aux centres urbains et qui pourrait faire que globalement, le niveau des dépenses moyen est légèrement inférieur à la moyenne nationale. C'est une hypothèse qu'il faudrait tester. Vraiment, je ne l'ai pas regardé, mais ça peut être un élément d'explication. Et puis, sur ce dernière diapositive comparant la Bretagne à l'Occitanie, là encore, on revoit cet effet du territoire. C'est-à-dire que l'Occitanie, globalement, la proportion des habitants qui habitent à Toulouse, elle est très massive dans l'échantillon qui est représentatif. Je ne dis pas que tous les habitants de l'Occitanie habitent à Toulouse, mais comparativement, il y a vraiment une forte proportion de la population régionale qui habite dans l'agglomération de Toulouse et qui vont donc se retrouver dans un système de proximité, de déplacement du quotidien dans l'environnement, dans l'écosystème toulousain, et donc avec la possibilité de ne pas prendre sa voiture, de prendre différentes offres et donc, par voie de conséquence, comme vous le soulignez, d'être par contre parfois plus souvent contraint puisqu'on n'a pas de voiture. Merci. Niels, si vous voulez prendre la parole? Je vais juste me risquer à compléter aussi ce que dit M. Bonneau, mais juste sur les Pays de la Loire, parce que pour le coup, c'est la région que je maîtrise. Donc, je souscris tout à fait à cette idée de densité. Et autrement dit, donc, sur les Pays de la Loire, on a pas mal de territoires ruraux qui sont finalement certes peu denses, mais pas vides, qui sont assez peuplés finalement, même s'ils sont tout de même considérés comme des territoires peu denses. Et ces territoires-là, on a aussi au niveau, de la région des Pays de la Loire, des territoires qui sont très bien maillés en termes de services. Et donc, je rejoins ce que disait M. Bonneau et je confirme, on a des distances qui sont finalement suffisamment longues pour qu'on se dise qu'on va utiliser la voiture, mais suffisamment courtes pour que les dépenses en termes de carburant ne soient pas si élevées que ça. Mais bon, c'est juste pour les Pays de la Loire. Moi, j'ai aussi une petite hypothèse sur le fait qu'on ne déclare pas forcément. Là, c'est du déclaratif, c'est ce que les gens pensent payer, et je pense que c'est sous-estimé parce que le recours à la voiture est tellement évident que je ne suis pas sûre, comme à l'échelle nationale, qu'on calcule bien tous les frais qu'on y fait. Et encore une fois, on était à l'époque, avant les hausses de coûts. Je serais curieuse de voir si aujourd'hui on a ce même écart ou si les gens ont davantage pris conscience du coût du carburant. Mais voilà, c'est pareil, ça n'est qu'une hypothèse de perception, en fait, plutôt des dépenses, qu'on a tendance à minimiser parce qu'on les considère comme fatales et évidentes. Et donc... C'est-à-dire que vous l'aurez tous compris, le questionnaire il était très, très dense. Il nous a fallu trouver des solutions simplifiant les modes de réponse pour que les personnes puissent répondre à l'ensemble de notre enquête pour avoir un échantillon représentatif. Sur la question des dépenses de carburant, nous n'avons pas demandé combien dépensez-vous en moyenne par mois en carburant. Nous appliquant à nous-mêmes cette question, nous étions tous incapables de répondre à cette question. C'est ça. Donc, évidemment, c'est impossible de répondre à cette question. Alors voilà, sauf si des gens vivent avec des tableaux Excel, me ressemblent un peu et vivent avec des tableaux Excel, ils savent dire quel montant moyen ils ont fait dans l'année, mais en règle générale, ce n'est pas possible. Donc, on a posé la question en tranches, en vous disant, voilà, combien dépensez-vous en moyenne par mois? On a proposé différentes tranches qui permettaient aux gens de se positionner. À nouveau, et c'est vrai dans toute l'enquête, nous ne sommes pas dans une mesure objective, nous sommes dans une mesure
d'opinion, dans une mesure de perception de son propre environnement. Et c'est volontaire, hein. On n'est pas sur une mesure factuelle, c'est comment je perçois mes mobilités du quotidien. Donc, à partir de ces tranches, on a recomposé des estimations des dépenses. Je pense que toutes les explications qui ont été données sont envisageables. Il faut passer du temps à analyser un peu plus dans le détail pour pouvoir donner plus de poids à l'une des hypothèses que nous avons évoquées ensemble. Encore du travail. À nouveau, une mine d'or, c'était enquête. On ne fait que tirer des pelotes vers davantage d'informations. Vous avez ensuite le détail donc, des différents indicateurs. Donc, je ne vais pas entrer dans tous parce qu'on est encore une fois assez, on colle assez bien en Bretagne à la moyenne nationale, hors Île-de-France, hein, puisque la différence est faite. La différence principale et l'écart majeur qui ressort, c'est bien cette question de la seule voiture comme mode principal, où on est donc 5 points au-dessus de la moyenne nationale. Plus dépendant de la voiture. Donc, on a dit déjà beaucoup, je ne repasse pas sur l'aspect culturel, cette valeur refuge dont parlait Marc tout à l'heure, les images de liberté, de confort qu'on met derrière la voiture versus les contraintes des autres modes de transport. Je voulais juste rappeler que le taux de motorisation donc déclaratif, il est de 78%, si je ne me trompe pas. D'après les chiffres de l'INSEE, sur la Bretagne, on est même plutôt à 85-88%. Donc là aussi, une petite tendance peut-être à sous-estimer un petit peu. Et puis, il y a au moins 40% des ménages qui ont 2 véhicules. Donc, le poids, il est évidemment très, très fort chez nous. Peut-être, ça sera un élément de réponse à ce que disait Niels tout à l'heure. C'est intéressant, cette absence d'alternative en fonction de la taille justement de l'urbanisation et de la taille des villes où les gens habitent. L'information principale, le petit paradoxe, c'est qu'en Bretagne, on maintient le même taux de voitures, quel que soit finalement, à part quand on est dans des grandes métropoles comme Rennes ou Brest, mais sinon, qu'on soit dans des grands pôles urbains, dans des petits pôles urbains, dans des communes isolées, on est quand même globalement à plus de 80% de recours à la voiture, y compris d'ailleurs quand on a d'autres possibilités de choix, à 47% dans les grands pôles urbains. Donc ça, c'est assez marquant. C'est-à-dire que quelle que soit la possibilité de choix, qui est 16% ou 47%, finalement, il y a assez peu d'écart dans le recours à la voiture. Les autres possibilités ne sont pas pensées ou ne sont pas utilisées comme des alternatives, mais voilà, sont assez peu utilisés. Et ce que je trouvais étonnant dans ce tableau aussi, moi, c'était les 34% de possibilités de choix dans les communes isolées, qui peut paraître un peu étonnant, mais je pense, et c'est un peu ce que disait Niels tout à l'heure, même si sur les Pays de la Loire, du coup, ce n'est pas tout à fait la même courbe, on le verra après, que c'est aussi parce que les services sont très accessibles dans les communes isolées, et notamment les services qu'on peut faire à pied, les loisirs, les accès sont plus faciles, et en tout cas, les communes isolées sont relativement bien équipées pour le quotidien. Donc, ça explique sans doute qu'on ait davantage de possibilités de choix. Sur les Pays de la Loire, donc je le disais, on retrouve une courbe un peu plus attendue où plus on a de possibilités de choix, moins on a le recours à la voiture, et où on a de plus en plus de possibilités de choix quand on monte en taille d'urbanisation. Donc ce schéma-là ne m'a pas surpris. J'avoue que celui de la Bretagne est moins linéaire, ou en tout cas, je vous le remets peut-être pour faire là aussi la comparaison, est moins évident à lire. Oui, je vais me permettre aussi une remarque. Alors, c'est vrai que j'ai évoqué en début de ma présentation des échantillons de grande taille. J'ai plus le chiffre précis en Bretagne, je peux le regarder. En Bretagne, on a interrogé 750 personnes qui ont été interrogées. Il faut quand même aussi, à un moment, plus on va croiser des questions, plus on va descendre. Et donc, là, je n'ai vraiment plus en tête le nombre de personnes résidant en communes isolées en Bretagne qui ont été effectivement interrogées.
Mais vous avez le droit, nous avons tous le droit de nous interroger au moment où on va loin dans les croisements, et là on commence à aller loin dans les croisements, sur un résultat qui peut paraître paradoxal, et on peut être dans l'intervalle de confiance du résultat, on peut avoir une petite difficulté sur ces résultats-là. Donc j'ai plutôt tendance à croire aux résultats observés en Pays de la Loire, qui doit être un résultat assez structurel et qui va dans le sens de tout ce qu'on a dit sur le rapport entre densité du territoire et puis rapport à la mobilité. Sur la Bretagne, ça semble bien fonctionner à peu près partout, sauf sur les communes isolées, peut-être moins de gens interrogés en communes isolées et peut-être une petite difficulté de lecture sur ces résultats-là. On a le droit d'être critique et de regarder les résultats avec intelligence. Il ne faut vraiment pas hésiter. Enfin, les résultats ne sont pas sacrés. Il faut vraiment se dire ça. Hein. 750 personnes interrogées, au niveau d'une région, c'est massif, c'est très bien. Après, on découpe le territoire en 5 sous-catégories. On a surreprésenté les communes isolées, mais néanmoins, on n'a pas interrogé énormément de monde aux communes isolées. Donc, on peut avoir des résultats ponctuellement comme celui-ci. Sur la hausse des prix et donc les fameux scénarios, on voit alors là aussi, on est sur des différences un peu de variation, mais la tendance est la même qu'au national et avec une plus forte proportion de gens qui ne savent pas plus. Enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est que plus on augmente la proportion de pourcentage proposé, enfin la proportion de hausse de prix, pardon, et moins les gens savent se positionner. Donc, il y avait aussi, en tout cas à l'époque, une vraie difficulté, je pense, à se projeter dans un avenir de hausse des carburants ou du coup une difficulté à envisager ce qu'on ferait dans ces cas-là, ce qui peut expliquer aussi une part de la stagnation. On voit que jusqu'à 30%, il y a des modifications un petit peu d'usage. Au-delà de la hausse des prix de 30%, ça stagne, pour partie parce que les gens n'ont pas le choix et doivent de toute manière conserver la voiture, quel que soit le prix de l'essence, mais aussi peut-être parce que c'est un peu compliqué. C'était en tout cas à l'époque un peu compliqué de se projeter. Là aussi, ça fait partie des choses qui seront intéressantes à re-regarder dans un an ou deux en fonction de l'évolution des scénarios. Pour les renoncements à la mobilité, on est là aussi un petit peu au-dessus de la moyenne nationale. La seule particularité chez nous, et c'est pour ça aussi que ça peut aller dans le sens de on n'est pas si mal lotis dans nos communes isolées, c'est qu'on renonce moins aux activités de loisirs ou sportifs et moins aux rendez-vous administratifs. Donc, moi, j'y vois quand même plutôt la marque d'une bonne desserte des communes rurales et d'équipements qui sont accessibles même quand on n'a pas de voiture et qui sont notamment pour les jeunes et les enfants quand même assez développés partout. Et je pense notamment Centre-Ouest Bretagne, on intervient avec notre plateforme de mobilité et où les communes isolées sont quand même en termes d'activités loisirs et sportives assez bien fournies et assez bien dotées. Pour finir et vous laisser la parole sur la fin, donc le contexte bilan de la Bretagne, il est comme à l'échelle nationale, dans le contexte de post-Covid, il a renforcé les modes individuels et la voiture comme grande gagnante, là où on avait déjà, nous, un terreau plutôt favorable à la voiture, en tout cas j'entends, et plutôt très dépendant à la voiture, par manque d'alternatives, avec cette culture de la liberté qu'on a associée à la voiture, et puis le renforcement des inégalités, comme on l'a vu tout à l'heure, et aussi finalement, une autre des particularités de ce constat régional, c'est qu'on a assez peu de leviers par la contrainte face à cette situation subie. Il y a assez peu de ZFE sur la région. On voit que quand la hausse des carburants augmente, ça change assez peu les comportements finalement par rapport à la voiture, notamment parce que ce sont des situations subies. Donc, on a vraiment un enjeu d'essayer de trouver autre chose que la contrainte pour faire évoluer la situation. Donc, pour nous, chez WeMove, les enjeux pour le Grand Ouest et la Bretagne en particulier, c'est bien de s'appuyer sur l'opportunité
que la LOB nous a donné, que les EPCI soient vraiment AOM pour porter des solutions de proximité. Et ça, c'est l'enjeu vraiment de demain, de développer des solutions nombreuses de proximité, des alternatives qui soient bien maillées, intermodales, accessibles. On a vu que c'est aussi l'équipement ne fait pas tout et que c'est bien l'accompagnement au changement qui va être déterminant dans l'acceptation ou en tout cas dans l'appropriation d'alternatives à développer, même si il faut que ces alternatives soient massives, parce qu'encore une fois, la pratique des petits pas là ne va pas suffire et on doit vraiment passer à une autre échelle sur ce schéma-là. En tout cas, c'est notre proposition. Je vous propose qu'on se donne encore, on est très en retard, mais si vous avez encore 5 minutes pour échanger là-dessus, je suis tout à fait disponible. Et puis, on essaiera de finir dans 10 minutes, un quart d'heure maximum. Je vois qu'on a déjà perdu un petit peu de monde. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ces enjeux ou cette deuxième partie oui, sur la précarité? Alors moi, j'ai juste une question, c'est qu'au tout début, il y avait d'évoquer dans la présentation initiale, c'est un chiffre qui m'a, du coup, que je ne trouve pas cohérent avec tout ce que vous pouvez dire, c'est 10,5% au national des personnes qui seraient dépendantes à la voiture. Et alors, peut-être je fais une erreur d'interprétation, mais je l'ai relevé, je l'ai mis dans mes questions, mais je ne comprends pas du coup ce chiffre. Voilà, c'est juste ça. Alors, ça doit être le chiffre auquel vous faites référence, c'est celui qu'on trouve. Attends, je vais revenir dessus. C'est sur ce critère-là de dépendance à la voiture, c'est ça? Oui, exactement. Alors, ce critère-là, il croise il croise bien deux autres indicateurs qui sont d'une part les dépenses élevées en carburant et la distance parcourue élevée ou un mauvais ajustement spatial ou l'absence d'alternative. Donc, c'est vraiment le cumul de ces deux choses qui définit la dépendance à la voiture, ce qui est un peu différent du chiffre des 75% ou des 80% où on dit que la voiture est le mode principal de déplacement. On peut utiliser la voiture comme mode principal sans forcément être en dépendance si on n'a pas de dépenses élevées de carburant ou si on peut avoir des alternatives quand on en a besoin. C'est la différence entre l'usage, j'ai envie de dire volontaire, le recours à la voiture comme mode principal et le contraint. La dépendance à la voiture telle qu'on l'entend là dans cet indicateur, précarité, c'est vraiment contraint, c'est pas un choix. D'accord. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres remarques, questions, interrogations? Est-ce que ces éléments, alors ils ont besoin d'être digérés, hein, je sais qu'il faut un petit peu de temps pour s'approprier tous ces chiffres et tous ces tableaux et que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, donc vous aurez accès à tous les supports bien sûr. N'hésitez pas à revenir vers moi aussi pour des questions plus particulières sur les territoires sur lesquels on travaille ensemble. Là, je vois plusieurs partenaires dans la liste des participants. Et puis, je vous invite dès à présent à retenir la date du 22 septembre où on va essayer d'organiser donc en région, hein, comme Florence l'avait annoncé au départ de ce webinaire, une rencontre des acteurs pour essayer de travailler ensemble, de co-construire ces plans de mobilité inclusive sur les territoires pour répondre à ces enjeux et pour, une fois qu'on se sera bien approprié ces indicateurs de précarité, mettre en place des plans d'action territoriaux, locaux. Et ça nous semble intéressant qu'on le partage, en particulier sur tous les territoires ruraux, des partenaires avec qui on travaille en Bretagne et potentiellement en Pays de la Loire aussi, même si aujourd'hui on est plutôt axé sur un public particulier, que sont les seniors. Mais en Bretagne, on est plus large et donc l'idée, le 22 septembre, ce sera vraiment de travailler à l'échange entre territoires ruraux sur ces questions-là. Vraisemblablement, ça se passera à Ploërmel en physique, mais c'est encore sous toute réserve d'organisation. Si personne
du coup n'a de questions ou de remarques, je vais pouvoir vous libérer enfin de ce long webinaire. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci à vous. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.